Régénération Caraïbes, le podcast. Régénération. Écoute. Bonjour, bienvenue dans Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Je suis Bertrand Viret, fondateur du bureau d'études en environnement Philao Ingénieur Conseil. Aujourd'hui, nous allons parler d'éco-responsabilité, nous allons parler de notre rapport à la nature. Et pour cela, nous avons invité Jean-Marie Flower, qui est notamment l'ancien directeur du Conservatoire botanique de Guadeloupe, qui a monté son entreprise Fleurs de Carbone, qui donne du conseil aux particuliers, aux collectivités, entreprises sur leur bilan carbone. Et il est également animateur de la fresque du climat. Alors Jean-Marie, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Bertrand, merci de m'avoir invité, bonjour. Je vais te laisser te présenter en 2 mots. Voilà, donc très rapidement, je suis docteur en écologie. J'approche la 50aine d'années, tout doucement, ça sera l'année prochaine. Et je ne suis pas né du tout écologiste. D'ailleurs, il y a une différence entre écologiste et écologue. Bon. Oui, exact. L'écologiste, c'est plutôt un militant. L'écologue, c'est d'abord un scientifique. Et je me définis comme étant d'abord un scientifique avant d'être un militant, même si j'ai souvent les 2 casquettes. Voilà. Et je ne suis pas donc né comme ça. Je suis devenu, en prenant conscience de plusieurs petites choses, à la fois du poids que pesaient mes activités basiques, manger, boire, dormir, se déplacer, s'habiller, sur la planète Terre, sur le sol, la terre de Guadeloupe, et en même temps en prenant conscience que cette terre de Guadeloupe, ou des Antilles plus largement, c'est un endroit qui, sur Terre, fait partie de ce qu'on appelle les points chauds de biodiversité. Et donc, ça nous donne une identité écologique particulière que mon travail de directeur au Conservatoire botanique des îles de Guadeloupe m'a permis de découvrir, de mieux connaître, de faire partager aussi. Et puis, entre 2005 et 2014, et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, au final, si on voulait vraiment transmettre ce patrimoine-là, cet héritage que nous avons reçu des générations précédentes, si nous on veut le transmettre dans le moins mauvais état possible aux générations futures, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de revoir notre propre empreinte écologique. C'est pour ça que je suis passé de l'étude et de la défense de l'identité écologique à plutôt comment mesurer, estimer notre empreinte écologique, comment la faire baisser, qu'il s'agisse de la quantité d'eau qu'on consomme, qu'on utilise plus exactement, la quantité d'énergie, non seulement que nous mangeons, mais que nos machines utilisent pour nous fournir les services que nous utilisons tous les jours. Et puis, ça passe par les vêtements, par les loisirs, par la santé, l'éducation, l'enseignement, la recherche, etc. Tous les domaines, en fait. Et c'est pour ça que depuis 2014, j'ai fondé le cabinet de conseil Fleurs de Carbone, parce que nous sommes dans la fleur de l'âge du carbone, plein de petits jeux de mots, et qui est donc lanceur d'alerte sur cette question-là. Donc comme évidemment, je suis comme une petite plantule dans la forêt, donc c'est difficile de vivre avec ça seulement. J'ai cumulé ça pendant 6 ans avec un emploi salarié à l'association CLCV, Consommation, Logement, Cadre de Vie, qui est une grande association au niveau national, qui est intéressante parce c'est l'une des rares, peut-être même la seule, qui met vraiment dans ses statuts la promotion de l'éco-citoyenneté. C'est-à-dire comment nous, usagers, consommateurs, nous pouvons, nous devons, nous avons intérêt à changer, à devenir des consommateurs et des éco-consommateurs. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais entre 2017 et 2023, fin mars. Et donc je ne suis plus salarié, mais je suis quand même bénévole pour continuer de faire ce même travail auprès à la fois des populations, des partenaires associatifs, des partenaires institutionnels et des autres partenaires économiques de cette association. Donc l'actualité, pour l'instant, elle est surtout dictée par les coups de boutoir que commence à nous donner la nature, entre guillemets, comme on l'appelle, qu'il s'agisse de sécheresses très fortes
en Europe et en France. Mais la Caraïbe aussi a eu son lot de très très fortes sécheresses jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Qu'il s'agisse des dérèglements du cycle de l'eau, on a des problèmes. La France commence à découvrir des problèmes d'eau. Bon, nous, ça fait plusieurs années qu'on se débat avec, mais on se débat avec surtout parce qu'on n'arrive pas à changer de logiciel, changer de paradigme. Par exemple, le fait que le moyen le plus pertinent, le plus efficace de donner de l'eau à au moins 50 000, si ce n'est pas 100 000 foyers, ce n'est pas forcément le réseau d'eau centralisé, mais c'est plutôt que chacun ait sa citerne. Voire deux citernes, une citerne de récupération d'eau de pluie, une citerne tampon pour pallier aux aléas sur le réseau. Mais ce système très décentralisé, il a plein d'avantages. Et il coûte 3 fois moins cher que de refaire à neuf le réseau d'adduction. Et je ne parle même pas du budget qui est nécessaire pour remettre les stations d'épuration à niveau. Tout à fait. Tu connais ça très bien. Donc, on essaie de faire la promotion, à la fois Fleur de Carbone, mais aussi la CLCV, et puis d'autres camarades, amis, collègues qui travaillent comme moi dans le domaine de la transition au sens large. Voilà, on essaie de montrer qu'il y a des alternatives, qu'on peut, même si ça nous force à sortir de notre zone de confort, mais qu'il y a des alternatives. Très bien. Oui, tout à fait. Et alors justement, sur ces alternatives, est-ce que tu as des exemples, tu mets des choses en place? Nous, on s'était croisés une première fois, on s'est croisés plusieurs fois, mais à un événement, justement, à l'époque, tu travaillais pour le CLCV et tu avais mis en place ces composteurs. Des composteurs collectifs en pied d'immeuble. Exactement. Tout à fait. Alors ça, c'est un exemple concret dans le cadre actuel dans lequel on peut vivre, une résidence collective. On essaye de changer les gestes pour avoir quelque chose de plus durable, de plus sain. Alors, notre rapport aux déchets, effectivement, c'est un point qui est très, très structurant dans notre rapport aux ressources naturelles et puis ensuite aux déchets qu'elles deviennent une fois qu'on les a utilisés. Donc, avec la CLCV, on a effectivement essayé, avec plus ou moins de succès, mais je veux dire, c'est comme l'évolution hein, dans le vivant. Il y a des essais-erreurs et puis on retente régulièrement. On essaie d'améliorer les choses. Donc là, ce projet-là, il s'appelait Water-Gaz, pour réduisons les gaz à effet de serre. Et donc, il y avait quatre volets, dont un volet, effectivement, sur les déchets. Donc, d'accord. On peut commencer par là. L'idée, c'est que les déchets organiques qui forment un gros tiers, parfois même 40% de notre poubelle ménagère, ces déchets, ils posent énormément de problèmes quand on les met avec tous les autres. Donc, notamment, ça se décompose en l'absence d'oxygène, donc ça fermente. Ça attire toute une série d'animaux qu'on ne trouve pas spécialement sympathiques. On ne va pas appeler nuisibles, mais on voit l'idée. Et en plus de ça, ça émet des gaz à effet de serre, du méthane et d'autres encore, qui aggravent encore le dérèglement climatique. Donc, au niveau individuel, ça fait quelques années que le compostage commençait à revenir tout doucement, mais bon, il faut un petit espace vert, il faut faire l'effort de trier ces déchets, donc de bien les connaître aussi, parce que nos déchets sont malheureusement de plus en plus complexes, et c'est ça aussi un vrai obstacle à leur gestion, on va dire, optimale, c'est vrai. comme dans les écosystèmes. Donc, on a choisi de s'attaquer à ce volet des déchets organiques, et non seulement de favoriser le fait que les maisons individuelles puissent faire du compostage, mais aussi les gens qui vivent en appartement, en logement collectif, du moment qu'il y a suffisamment d'espace vert pour mutualiser les déchets secs qui doivent être mélangés aux déchets humides de cuisine pour que ça soit la bonne composition. Et ça veut dire que dans ces résidences-là, ils avaient des jardins? Oui, ça veut dire qu'il y avait... ça, c'est vraiment le point qui est central. C'est ça. Il faut vraiment faire très, très attention à ça. Et c'était le cas donc, dans plusieurs résidences, dont la première qui se situe aux Abîmes. On peut citer même le nom, Fouille à Pain, donc à Salle d'Asile, qui est une résidence en fait assez atypique.
C'est-à-dire que c'est une petite résidence. Il y avait 26, moins de 30 foyers. Ouais. Donc c'est à taille humaine. C'est au niveau sociologique des gens qui se ressemblaient aussi. Donc D'accord. il y a un effet de corps, de famille. Mhm. C'est des gens qui en plus avaient traversé plusieurs mois, si c'est pas plusieurs années, de grosses difficultés avec leur portail qui était en panne. Donc il y avait des dégradations, du vandalisme. Donc ils se relayaient jour et nuit pour monter la garde. D'accord. Ça fait un petit a village. soudé. Ça a vraiment soudé ok. les gens. Et du coup, quand ils se sont dit, bon, tiens, ça serait intéressant qu'on fasse un petit jardin partagé. En même temps que le jardin partagé, on se dit, bah, c'est dommage quand même d'aller mettre des produits industriels, engrais ou biocides. Donc, tiens, pourquoi ne pas fabriquer notre propre engrais à partir de nos déchets ménagers. Mhm. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place. D'accord. Mais presque plus à l'initiative de l'association de locataires D'accord. qu'à l'initiative de la CLCV. On a joué vraiment un rôle d'accompagnateur, de facilitateur. On a fait venir des maîtres composteurs pour expliquer, pour les former. Ouais. Mais globalement, on n'a pas eu à les motiver. Ouais. Ils étaient déjà motivés. Et ça, c'est une leçon qui est très, très, très importante. Quand on a essayé de dupliquer ce modèle-là sur Pointe-à-Pitre, à Loïcis ou à Trois-Rivières, dans des résidences qui étaient plus grandes, donc avec pas tout à fait la même sociologie, des gens qui se connaissaient moins bien, c'est beaucoup plus difficile de mettre en commun la gestion de nos déchets. Déjà, on a un rapport qui n'est pas toujours très simple avec nos propres déchets. Alors, avec ceux des autres, surtout si on n'a pas les mêmes règles de gestion, c'est compliqué. Donc, on sait, avec ce précédent-là, qu'il faut énormément travailler sur le lien social. Et c'est pour ça que transition écologique, ça ne va jamais sans solidaire. Et transition solidaire, ça ne va jamais sans écologique. Il faut vraiment garder ces deux dimensions-là en tête. Et donc, la satisfaction qu'on a sur Fruits à Pain, c'est que même si finalement on se voit beaucoup moins souvent, ils ont atteint leur vitesse de croisière, ils ont déjà fait plusieurs récoltes et des partages entre locataires. Ça continue de se passer vraiment, vraiment très très bien. Et ça a le mérite de montrer que le compostage n'est pas réservé qu'aux maisons individuelles. Par contre, il faut respecter, et notamment ce qui est le point vraiment névralgique pour tous les autres sites, c'est la gestion des espaces verts. Parce qu'on a besoin d'avoir suffisamment de matière sèche. Il faut surtout qu'il y ait suffisamment de matière sèche pour ne pas avoir les problèmes de fermentation et de mauvaises odeurs qui, sinon, vont décourager systématiquement ceux qui se lancent dans cette aventure-là. Donc, il vaut mieux que le compost soit trop sec, mais pour qu'il soit trop sec, il faut vraiment que toute la politique de gestion des espaces verts soit orientée sur dégager des surplus de matière sèche, pouvoir les stocker, qu'ils soient mis à disposition. C'est presque à penser parfois au moment de la conception des sites où... Tout à fait, ça serait encore plus simple, effectivement. Alors malheureusement, comme on ne construit plus aussi souvent qu'avant, donc on est obligé de faire de plus en plus avec l'existant. Mais le mieux, effectivement, l'idéal, c'est de démarrer dès la conception des projets. Et après aussi sur l'exploitation de ces résidences, ça c'est toute une problématique. Mais souvent, c'est des entreprises de l'extérieur qui viennent faire les aménagements paysagers et repartent avec les déchets dans le camion. Tout à fait, donc ça dépend du contrat, des services, du bailleur avec l'entretien d'espaces verts. Mais de plus en plus, pour des raisons qui sont bêtement économiques, merci l'inflation qui commence à être présente un peu partout, on commence à se dire, tiens, si on a moins d'espaces verts à entretenir, mais en contrepartie, plus d'espaces qui sont un petit peu jardins, un peu utiles, où les gens vont pouvoir cultiver des petites planches de maraîchage, ou des piments, des tomates, etc. C'est toujours de la dépense en moins, c'est toujours des charges en moins, et du coup, tout le monde est gagnant. Le locataire qui va payer moins de charges, le bailleur qui a ce souci en moins, et puis la nature qui va s'en porter mieux aussi, puisque la biodiversité d'un petit jardin où il y aurait ne serait-ce que quelques arbres, ça augmente tout de suite. C'est beaucoup mieux qu'une pelouse, toujours. Tout de suite, tu as des pollinisateurs. Et en plus, ce qui m'a frappé, mais c'était même avant que je sois à la CLCV, c'est le fait que des personnes d'un certain âge, voire même très très âgées, quand on leur laisse la liberté en logement social, en logement collectif,
d'aménager un petit carré de jardin de quelques 10, 15, 20 mètres carrés devant chez eux. Mais ça devient très vite une espèce de petit jardin d'Éden, un petit paradis, avec des pommes cannelle, avec des goyaves, des icaques, etc. Toute la biodiversité ordinaire qui va avec, les sucriers, les colibris, les libellules, les papillons, les abeilles. Ça se repeuple tout de suite. Et c'est fait même par des gens qui ont beaucoup moins de force que toi et moi. Donc, a priori, qui peut le plus, peut le moins. Tout à fait. Donc ça veut dire... Et ça revient, ça revient à la question de l'intention dont tu parlais tout à l'heure. C'est sûr que il y a des personnes qui ont cette conscience ou cette connaissance ou ce passé. Souvent, d'ailleurs, les anciens, ils ont grandi comme ça. Donc, comme tu dis, là, j'imagine tout à fait les vieux, pour les appeler comme ça, mais triper avec leur petit jardin et revivre et se ressentir comme des enfants. Et en plus, transmettre. Et transmettre. Transmettre aux plus jeunes. Ouais, c'est ça. Et donc, ça leur redonne, disons, littéralement, des lettres de noblesse, vraiment. Ouais. Et ça commence à devenir vraiment un élément très fort de toutes les politiques de transition, en particulier dans la Caraïbe, parce qu'on se rend compte que dans un passé pas si lointain, le temps Saurin en Guadeloupe, temps Aubert en Martinique, on a inventé, bien avant la lettre, l'écologie circulaire, l'écologie territoriale, le bail coco pou savon. C'était vraiment de la sobriété, justement, plus, quoi, beaucoup plus avancée que ce qu'on fait aujourd'hui. C'était le bon sens en fait local, et de se débrouiller sur une île. Plus récemment et un peu moins proche de nous, Cuba, avec l'effondrement de l'Union soviétique, ils ont aussi revu beaucoup de choses au niveau transport, santé, agriculture, etc. Le côté un petit peu, alors la contrepartie de ça, parce qu'il y a toujours une contrepartie, c'est que ces changements-là, on les fait plutôt en général quand on est un peu contraint forcé, quand on n'a pas trop le choix. Soit parce qu'on a un blocus militaire, soit parce qu'on a des problèmes géopolitiques à droite. Et c'est la question de la facilité, hein. Parce que finalement, c'est beaucoup plus facile d'aller acheter une barquette de poulet, on va dire, que de se dire comment je pourrais avoir mes propres poules et puis qui servent d'ailleurs d'insecticide pour les mille pattes. Mais voilà, qu'il faut simplement nourrir, il faut accepter peut-être d'en perdre une ou deux parce que le raccoon va passer et prévenir un petit peu, mais c'est un nouvel équilibre. Finalement, le rapport au vivant sur lequel moi j'essaie d'insister, avec quelques autres, c'est le fait que le vivant, en fait, il est régulé. On est tous régulés, tous les écosystèmes. S'il n'y a pas eu d'espèce qui prend le pas sur les autres et qui devient envahissante, c'est parce qu'à un moment donné, elle est régulée soit par la nourriture, soit par les maladies, soit par les rivaux ou les prédateurs. Et c'est ça qui fait que on arrive à cet équilibre-là. Et au fond, nous, espèces humaines, on a complètement perdu, on est complètement dérégulés depuis 2 siècles. Il faut se réconcilier avec cette idée que on a aussi besoin de ça si on veut durer dans le temps. Le Covid a été d'ailleurs un petit rappel que un petit virus, petit entre guillemets, il nous rappelait un petit peu à notre finitude. Et à partir du moment où ce sont les plus riches, les plus puissants, qui sentent leur position dominante vaciller, ils sont capables de prendre des décisions qui auraient été totalement inconcevables, ne serait-ce que le 1er janvier 2020. Je veux dire, on s'est tous souhaité bonne année. Personne n'a jamais imaginé qu'on aurait pu être confiné pendant... que plusieurs milliards d'êtres humains auraient pu être confinés pendant 2, 3 mois, 4 mois. Toute la planète en même temps, c'est-à-dire que c'est là aussi, dans tout ce que tu dis, il y a vraiment, on voit la genre de confrontation, enfin il y a une volonté globale d'unir et de globaliser les systèmes, que ce soit la distribution de l'eau, la collecte des déchets, et ça c'est peut-être, c'est les 200 dernières années finalement, où on a sorti aussi des villes finalement de problématiques sanitaires, etc. Mais on a géré les problèmes sur des échelles macro. Et finalement, là... Sur du court-termisme. Et sur du court-termisme. On a perdu les horizons de temps longs qui sont tout à fait... qui sont complètement intégrés dans la gestion, par exemple, des jardins Caraïbes. On a beaucoup moins de place dans les Antilles, qui sont des petites îles, qu'en Guyane, par exemple. Donc là où en Guyane, on peut cultiver sur abattis, et puis c'est de l'agriculture itinérante sur brûlis, en Guadeloupe, Martinique, Dominique, etc., on était obligé de cultiver quasi au même endroit pendant des décennies. Ouais. Donc ça
ça obligeait, et quand on regarde un vrai jardin créole, un authentique jardin créole, pour moi le meilleur c'est celui de Monsieur Rumbo à l'écomusée à Sofaya, Sainte-Rose. C'est un jardin qui peut très bien, d'ailleurs ça fait 30 ans qu'il existe, et il n'a jamais été aussi beau que maintenant. Donc le temps long, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réapprendre. Ouais. Et alors c'est nécessaire, c'est pas suffisant, mais disons que comprendre aussi que même si on peut avoir l'illusion à court terme que la situation de l'humanité s'améliore, on est de plus en plus nombreux, on vit de plus en plus vieux, on est de plus en plus riches, ça se fait à un coût qui est celui de l'érosion, voire même de l'effondrement de la biosphère, de l'épuisement quand même à vitesse assez accélérée de pas mal de ressources. On peut penser au pétrole, mais il y a le sable aussi qui se raréfie, le sable de bonne qualité, les métaux. Le sol. Les sols, exactement. Donc, finalement, c'est un paradoxe dont qui est très, très, très temporaire, très transitoire, et on ne va pas tarder à se rendre compte qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Ouais. Et comment tu vois ça, justement, toi? Parce que c'est des questions que tu te poses depuis longtemps. En même temps, je n'ai pas l'impression qu'au niveau national, européen, mondial, parce que maintenant, ils sont plus carrément dans la mondialisation. J'ai pas l'impression qu'en tout cas les pouvoirs en place sont dans cette direction-là. Malgré tout, on est quand même dans des démocraties. On peut nous aussi de l'intérieur bouger, faire des choses par nous-mêmes, essayer d'être de plus en plus, on va dire, autonome déjà en tant qu'individu et gestion de nos ressources. Comment tu approches ça justement? Alors, de manière assez synthétique, le fait d'être riche, d'être puissant, d'avoir du pouvoir, ça agit finalement comme une sorte d'anesthésien. Et puis surtout comme une drogue, quelque part, quelque chose qui va donner l'illusion qu'on peut se prémunir de l'adversité, ou qu'on peut gérer l'adversité. Genre, voilà, il fait trop chaud, c'est pas grave, on climatise. Il fait trop froid, on chauffe. Il fait trop sec, on amène de l'eau. Il y a trop d'eau, on draine et puis on enlève l'eau. Mais tout ça, d'ailleurs, on ne le fait pas avec de l'argent, hein, on le fait avec de l'énergie qui permet de faire tourner des machines. Il ne faut jamais oublier que sur Terre, la puissance totale du parc de machines, c'est 200 fois tous les muscles de l'humanité. Hein. Donc si on devait remplacer toutes les machines par des êtres humains, il faudrait 1600 milliards d'êtres humains. Ah ouais. Déjà qu'à 8, on est un peu à l'étroit, bon, ça pose problème. Mais voilà, c'est ça. Donc cette richesse, finalement, elle est plus un obstacle qu'un vrai levier qui permettrait de rééquilibrer les choses. Et donc, tant qu'on n'est pas contraint, le vivant n'innove que sous la contrainte. On l'a vu avec la pandémie Covid d'ailleurs. Il a fallu que les villes les plus riches, que les pays les plus riches se sentent menacés pour qu'ils se mettent à envisager un autre mode de fonctionnement radicalement différent, avec beaucoup moins de liberté individuelle, beaucoup plus de contraintes sur l'économie, etc., etc. Sauf que, voilà, on avait au moins l'espoir que c'était quelque chose de temporaire et qu'il y aurait un retour à la normale possible. Avec la transition climatique ou énergétique ou écologique, peu importe le nom qu'on lui donne, il n'y a pas de retour à la normale possible. Ouais. On est parti dans une dérive et si on veut s'adapter le moins mal possible à tout ce qui arrive, il nous faut un régime à vie. C'est-à-dire, en fait, il faut basculer en économie de guerre, en quelque sorte, mais avec une guerre dont on sait que ça sera plutôt la guerre de 100 ans qu'une guerre éclair, etc. Donc, en fait, je suis assez pessimiste, mais pas pour des raisons... pas pour être un Cassandre, hein, c'est simplement parce que la façon dont est câblé l'esprit humain, on n'est pas outillé pour répondre à des défis de long terme qui nécessitent des réponses collectives. Donc comment ça se passe en pratique ? Eh bien, on prend des coups de bâton de la part de l'extérieur. Ça peut être une météorite pour les dinosaures, ça peut être la guerre en Ukraine plus récemment.
et on essaie de s'adapter à ce nouveau jeu de contraintes. Et donc, le mieux qui pourrait nous arriver, ça serait qu'on ait, par exemple, un phénomène El Niño qui est en train de se réinstaller tout doucement, qui soit assez méchant, quoi, sur 2023-2024, pour que ça nous donne vraiment l'impulsion nécessaire pour faire vraiment de vraies économies d'eau, par exemple, pour revoir complètement les modèles agricoles, non seulement dans les Antilles, mais même aussi en Europe. Parce que comme on dépend à 80% pour ce qu'on mange de zones qui, de toute façon, vont être de plus en plus touchées, on voit déjà les niveaux de sécheresse qui sont assez hallucinants dans le sud de l'Europe, c'est nous qui serons les premières victimes. Donc, dans la mesure où on a l'information qui permet de comprendre et d'anticiper, à nous de remettre les priorités dans le bon ordre, par exemple. C'est vrai ce que tu dis. Alors le truc, c'est que je pense la même chose, mais c'est vrai que si tu as un événement comme ça extérieur, on a l'impression que c'est un événement extérieur, effectivement, qui va nous faire basculer, faire une prise de conscience généralisée, de se dire, bon, mais là, c'est même pas une prise de conscience, c'est de se dire, bon, là, on n'a plus le choix, il faut qu'on se débrouille, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien qui arrive, il faut qu'on retrouve. Mais le feeling que j'ai aussi, c'est qu'on n'est pas prêt pour ça. C'est que si ça arrive demain, moi, je vois plus une guerre civile, tu vois. Malheureusement, tout le monde n'est pas comme ça, mais tu sais, il y a ce film-là que j'ai vu à un moment donné sur la fin du monde, un film aux États-Unis où des gars se sont préparés, ils ont leur jardin, ils ont tout ce qu'il faut, etc. Ils ont leurs réserves, leurs conserves qui sont faites depuis des années. Et là, ça y est, il y a un événement, je crois que c'est une problématique d'Internet qui se coupe partout, plus l'électricité qui lâche. Donc eux, ils sont setés, ils sont bien, ils ont amené tous leurs amis, ils se sont préparés depuis longtemps. Sauf qu'en fait, le reste de l'humanité autour, là, n'est pas préparé. Chez eux, quoi. Et on venait chez eux. Eh ben oui. Et ça, jusqu'au moment où ils devaient se défendre avec des flingues parce qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Et bon, c'est un film, hein. Mais c'est vrai que, alors, du coup... Non, mais c'est un imaginaire qui est assez bien partagé. Et il y a plusieurs petits points on va dire, de vigilance. Quand on confronte ça, ce type de scénario, à des situations réelles. Genre Katrina aux États-Unis en 2005, voilà, d'autres cyclones, ou des séismes comme celui qui a frappé la Turquie. Et de quoi on se rend compte? Effectivement, ça se passe rarement à 100% dans la joie et la bonne humeur. Le fait de se relever d'une catastrophe. Mais en revanche, on se rend compte aussi que les phénomènes de violence, de dérapage sont toujours minoritaires. Il y a beaucoup plus de coopération, d'entraide. D'accord. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été observé non seulement dans l'espèce humaine, mais même en dehors de l'espèce humaine. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez profondément ancré dans le vivant en lui-même. Donc dans notre survie, dans nos mécanismes de survie, on serait plus finalement... coopératif que vraiment que rivaux. Alors, en fait, la vie, c'est je dis souvent que c'est une compétition. C'est comme le football, hein, c'est une compétition. Et dans une compétition, il y a plusieurs stratégies. Il y a des stratégies de coopération, on est dans une équipe, ou des stratégies de rivalité. Et puis souvent, c'est un mélange des deux, en fait. Mais globalement, on constate, quand on regarde comment une plante pousse, ne serait-ce que dans un pot, comment nous, êtres humains, nous collaborons avec les bactéries qu'il y a dans notre bouche, qu'il y a sur notre peau, qu'il y a dans notre tube digestif. On a beaucoup plus de coopération qu'autre chose. C'est vrai. Et donc ça, c'est important de garder ça en tête pour déjà se retirer un peu de la tête les imaginaires un peu apocalyptiques. Ouais, c'est vrai. En fait, la violence, elle s'exprime essentiellement là où on a des armes, là où on a de l'énergie pour ça. À mesure que l'énergie devient de plus en plus rare, on se rend compte que la violence n'est pas finalement la meilleure réponse. Et finalement, alors certes, on n'y va pas forcément toujours de gaieté de cœur, on est toujours obligé de sortir de sa zone de confort, mais ça n'est pas non plus basculé dans les scénarios dits apocalyptiques. Et surtout, ce qui est important dans ces situations-là, c'est aussi de bien comprendre que ceux qui nous sont les plus utiles, finalement, c'est peut-être même pas tellement notre famille, c'est nos voisins. C'est ceux qui vivent vraiment tout près à côté de nous.
et qui peuvent veiller sur nous, sur lesquels nous on peut veiller, qui peuvent nous donner voilà, du sel quand on n'en a plus, de l'huile quand on n'en a plus, etc., etc. Et finalement, c'est beaucoup plus... comment dire ? Je trouve que ça donne des perspectives qui sont beaucoup plus ouvertes, finalement, à condition de savoir se poser les bonnes questions. Et là, effectivement, on est confronté à, j'appelle ça des armes de distraction massive, que ce soit sur les téléphones, les écrans, tous les écrans d'une façon générale, qui nous donnent à la fois des très bonnes informations et en même temps aussi des choses d'une futilité absolument sans nom. Ouais. Et on n'a pas le mode d'emploi pour faire le tri. Ouais. Mais par contre, une fois qu'on a fait cet effort, cet effort-là, il peut être facilité par exemple par des conventions citoyennes. Il y en a une sur le climat. Moi, je rêve d'une convention citoyenne carbone qui aille au-delà du climat. Mais où on parle climat, énergie et biosphère. Parce que le carbone, c'est vraiment le centre de gravité de ces trois thématiques-là. Qu'est-ce que c'est une convention citoyenne ? Ce sont des experts qui vont former, qui vont apporter l'information à un public qui est un peu pas captif. Donc, et en général, ils ont été tirés au sort. Donc, ce n'est pas des gens spécialement avec des biais, avec trop de biais cognitifs dans ce type de situation. Et au final, on se rend compte qu'avec les bonnes informations, les personnes qui se pensaient totalement incapables de changer se trouvent collectivement à prendre des décisions intéressantes. Et je termine là-dessus. Ouais. On disait que, en fait, il y a plusieurs études qui montrent que les efforts pour une transition écologique et solidaire réussie, c'est 25% d'individuels et 75% de collectifs, de systémiques. Ça veut dire que même si on est des héros, on est des surhommes ou des surfemmes, on ne fera quand même que 25-30% de l'effort. Moi, j'essaie, par exemple, je suis venu à vélo aujourd'hui. Ouais. Je n'ai plus de voiture depuis 7-8 mois. Ce qui ne veut plus dire que je n'utilise plus. Ce qui ne veut pas dire que je n'utilise pas de voiture. Ouais. Simplement, je vais en louer une, je vais emprunter peut-être celle de mon père, etc. 5-6 jours par semaine. Donc 5-6 jours... 5-6 jours par mois. Par mois. Donc ça veut dire 80% du temps, je fais autre chose. Je marche, je suis à vélo, je prends le bus. Mais j'ai mis 10 ans à me décider. Et qu'est-ce qui m'a décidé ? Malgré le fait que je connaisse les ordres de grandeur, que je connaisse la trajectoire à faire, ce sont des problèmes financiers. Voilà. Bon, on peut tous en avoir à un moment donné, qui a été le point de bascule, la goutte d'eau qui m'a décidé effectivement à basculer là-dedans. Donc j'ai pas forcément très grand mérite à le faire. Mais par contre, le fait d'en parler, de témoigner, et de le faire avec le sourire, et de montrer que je n'ai aucune envie de revenir en arrière. C'est ce que j'allais te dire. Une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est finalement la meilleure garantie qu'on aura envie de faire un deuxième, puis un troisième pas. C'est ce que j'allais te dire, parce que c'est quelque chose que je trouve super inspirant dans ce que tu fais, c'est que tu l'appliques directement de ce que j'en connais, ce que tu viens de dire, là, le vélo. Et à un moment donné, je t'avais entendu parler du fait que tu étais un des premiers divorcés climatiques, parce que tu avais déjà tellement mis en place des choses. Et peut-être trop rapidement, donc voilà, j'ai voulu aller trop vite. Ouais. Et donc, quand on est seul, on va plus vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. Alors ça, j'ai fini par comprendre ça. Oui, donc c'est la divorcée climatique, c'est un petit peu la boutade, mais en discutant avec pas mal de personnes, j'ai constaté que c'est vraiment dans l'air du temps. On a des visions différentes du monde, de l'état du monde, de l'avenir, et ça peut provoquer vraiment des tensions, des chirailles, comme on dit en créole, de nature vraiment à faire voler en éclats des couples. Ouais. Donc c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Une bonne chose parce qu'au moins ça veut dire que ces problématiques-là, elles commencent à monter tout doucement dans l'ordre des priorités. Bon, c'est dommage que ça se passe au prix, disons, de séparation, d'autant que les séparations, c'est pas bon pour le climat, puisqu'il faut 2 fois plus de maisons, 2 fois plus de meubles. Bon, mais puis il y a des enfants parfois qui en prennent aussi, qui n'ont rien demandé et qui sont là. Mais par exemple, avec les miens, donc ma fille a 19 ans et mon plus jeune fils, il a 12 ans. Je m'efforce simplement de leur donner de leur montrer autre chose. La société, leurs camarades ne vont
peut-être pas parler de transition écologique et solidaire tous les jours, mais quand ils sont avec moi, on essaie de manger différemment, de se déplacer différemment, de se divertir différemment. Et à ma grande surprise et bonne surprise, on est beaucoup moins souvent sur nos écrans, sur nos téléphones. Ouais. On va faire par exemple un Monopoly, on va faire un Scrabble, on va faire jouer au domino, qui permettent de retisser du lien, qui permettent de s'éclater, de s'amuser, de rire tout autant. Mais avec une empreinte écologique finalement beaucoup plus basse. Ouais. Et comme ça vient le plus souvent d'eux, ben, je n'ai même pas à faire d'efforts pour les accompagner finalement. Ouais, parce qu'ils ont grandi là-dedans aussi. Et donc c'est l'un des leviers que j'utilise quand j'interviens dans les écoles, collèges, lycées, c'est de partir sur ce qui est à la main directe des enfants, des ados. Ben, c'est leur loisir, et leur montrer que la façon dont ils se divertissent, ça peut très facilement changer avec un énorme bénéfice écologique. Et finalement, c'est un petit changement, voire même pas du tout de changement en termes de satisfaction, de bien-être. Voire même un gain. Et peut-être même un gain, exactement. Et il y a une question que je me pose souvent justement par rapport à cette conscience-là, tu sais, écologique, environnementale, spécifiquement ici aux Antilles, parce que c'est vrai que quand je suis arrivé, et comme beaucoup en fait, j'ai été surpris par le nombre de déchets sauvages que je voyais, tu vois, à l'extérieur, etc. Et j'ai pas été surpris, mais j'ai bien vu que finalement, les grosses offres qu'on voit à Carrefour, etc., fonctionnent. Les Carrefours sont toujours super pleins, voilà. Ça, c'est pas qu'aux Antilles. Mais j'avais un peu ce cliché, ou cet espoir, on va dire, en arrivant de l'extérieur, de me dire, ok, c'est une petite île, il n'y a pas si longtemps, ils étaient encore en mode probablement un peu autonome, encore dans les années 50, avant qu'il y ait tout... Donc, ça doit rester, ça doit être encore là quelque part. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée et qui est presque à l'opposé de ça. Tu sais, il y a une bonne partie... je vois souvent des gens jeter des canettes par la fenêtre de leur voiture. Moi, ça me fait dresser les poils. Comment tu vois ça? Parce qu'en même temps qu'il y a ça, en même temps, tu parles avec des anciens, enfin des gens qui ont 70 ans... Et eux, dans leur enfance, c'était de l'économie circulaire, c'était j'achète en vrac... j'achète le moins possible. J'ai ma cuve de vie, de tout ce que j'ai ma cuve d'eau et je prends soin de mes objets, je fais en sorte qu'effectivement... Ouais. Et donc, il y a ces deux mondes qui vivent là en parallèle. Et toi, un de tes rôles, c'est justement de sensibiliser puis de parler à tout le monde. Alors, tu disais, il y a deux mondes. Non, ouais. En fait, il y a plus que deux mondes. Oui, c'est les deux extrêmes. C'est tout un panel. Ouais. Il y a toute une... c'est vrai. 50 nuances de... de gris ou quelle que soit la couleur, entre ces deux-là. Et toute société, en fait, elle est complexe. C'est vrai. La Guadeloupe est complexe, et même en Guadeloupe, Marie-Galante est complexe, Terre-de-Bas est complexe, la Martinique, les Antilles plus largement, tout comme la France, l'Europe, etc. Et au fond, il faut quelque part faire son deuil, et ça, c'est pas toujours facile quand on est un militant, par exemple, et qu'on a l'espoir ou l'espérance d'un grand soir ou d'un grand matin, c'est pas évident de faire le deuil que tout le monde n'ira jamais à la même vitesse. Ouais. Mais pour autant, il n'y a pas nécessairement besoin qu'une majorité de la population le fasse. Il suffit qu'une forte minorité vraiment motivée, vraiment organisée, s'oriente différemment, et il y a un effet cliquet. Oui. Tout de suite, il y a un effet tache d'huile qui va petit à petit transformer l'ensemble. Alors, pas assez vite, on fera sans doute trop peu, trop tard, mais globalement, tout ce qu'on fera, ce sera toujours des douleurs et des souffrances en moins. Ce sera toujours des ressources en eau, en sol, en biodiversité, en carbone, qui auront été préservées. Et au fond, il faut plutôt mettre l'accent sur, alors c'est toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide, il n'est ni l'un ni l'autre, il est l'un et l'autre. Ouais. Donc voilà, on n'a pas trop le choix. Et je préfère prendre l'image, par exemple, disons qu'on aurait, je t'annonce que tu as, je ne connais pas le niveau de le solde de ton compte en banque, mais non, c'est pas ce que tu crois, tu as 1 million en fait. 1 million d'euros, peu importe. Oui, tu te dis, c'est quand même plutôt pas mal. Oui, mais je te dis, dans la foulée, tu as déjà perdu 99 millions. C'est ballot quand même, hein. Dommage.
Eh ben, avec la biosphère, c'est pareil. Avec la transition, c'est les mêmes genres de calculs qu'il faut faire. Ok. Dans un point chaud de biodiversité, il reste effectivement beaucoup de choses, mais on a déjà perdu l'essentiel. Ouais. Et du coup, si on ne veut pas que ça se reproduise dans les 20-30 ans qui viennent, Ouais. et c'est maintenant qu'il faut agir pour ne pas perdre dans les 10 ans qui viennent les 90% du million qu'on a sur d'autres comptes. Et se retrouver, comme on dit, en main devant, en main derrière, donc c'est-à-dire comme de rond de flanc, en quelque sorte. Ouais. Donc c'est vraiment et réussir à raconter un éventail de futurs possibles qui ne soit plus la croissance, c'est normal, c'est souhaitable, et puis de toute façon c'est possible, mais plutôt, ok, c'est comme si on a un petit peu la gangrène quelque part, et face à la gangrène, il n'y a pas d'autre solution que l'amputation. Mais se faire amputer, c'est jamais une décision facile. Et tant qu'on n'a pas compris qu'on a la gangrène, on ne va jamais accepter de nous faire couper un bras, une jambe, etc. Alors que pourtant, on peut continuer de vivre avec. Et Internet est plein de situations, de vidéos, de témoignages où même des gens sans bras ou sans jambes arrivent à faire plus de choses que des gens qui sont bien normalement dotés par la nature. Donc, on a vraiment nous, on va dire les transitionneurs, enfin ceux qui doivent impulser ou donner envie, voilà, de se lancer dans autre chose, c'est ça véritablement l'objectif. Plus on attend avant de changer, plus ce sera difficile, plus ça coûtera cher, et moins ce sera efficace. Mais ça veut dire aussi que on aurait commencé il y a 30 ou 40 ans, il y aurait des changements qui auraient été beaucoup plus progressifs que ce qu'on est obligé de faire aujourd'hui sur l'aviation, sur la voiture, sur l'usage de l'électricité, par exemple. Ouais. Et donc, je crains malheureusement que il faut qu'on soit confronté à des frontières ou des limites, enfin, peu importe le terme, ou planétaires ou beaucoup plus locales. Par exemple, les tours d'eau, qui sont une réalité, j'ai encore connu ça hier. Ouais. Et c'est pas évident quand on est en appartement. C'est pas toujours évident d'avoir la citerne tampon. Mais de toute façon, on aura plus de plus de satisfaction finalement, plus de bonheur, plus de plaisir, plus de paix intérieure à nous mettre à agir différemment qu'à ne pas agir. Plus de liens entre les voisins ou la famille, et même si c'est moins de bien, c'est pas si grave que ça finalement. Mais comme tu le dis, ça je pense qu'on l'a senti, enfin moi personnellement je l'ai senti avec le Covid, où on était tous isolés, etc. Et surtout où tu vois à un moment donné, alors moi j'ai pas de bourse ou quoi que ce soit, d'action en bourse, machin, mais tu vois qu'en fait beaucoup de choses sur lesquelles des gens ont misé s'effondraient. Même là on voit l'inflation. Et quelque part ça continue. Ouais, là, ça oui, continue. Parce que là on parle d'inflation, voire d'hyperinflation. Les plus riches ont énormément perdu. Globalement, enfin, l'homme le plus riche, c'est plus Elon Musk, justement, parce qu'il a perdu énormément. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, toutes ces choses qu'on pense stables, solides, être sérieuses, entre guillemets, finalement, par rapport aux bananiers qui sont dans ton jardin, ils ne sont pas affectés par ça, et ils continuent à porter des bananes. Et là, vraiment, je me rappelle que pendant cette période, je me suis dit, waouh, en fait, la chose sur laquelle on peut miser de manière tout le temps, avec un rendement positif, c'est la nature. Parce que si... C'est le vivant. C'est le vivant. Parce que si tu mets ton énergie là-dedans, ça va toujours te le rendre. Il y a une générosité qui est là et qui n'est pas factice. Avec un petit bémol, c'est que les bananiers qu'on utilise aujourd'hui, ils ont été développés, ils ont été sélectionnés, ils se sont adaptés à un climat qui est déjà en train de disparaître. Parce que le climat, justement, il bouge de plus en plus vite. Et c'est ce qui est vrai pour les bananiers, c'est encore plus vrai pour les arbres. Parce que les arbres qui ont une durée de vie beaucoup plus longue, on se demande si on ne sera pas obligé de faire du génie génétique, enfin de modifier génétiquement des espèces. Tu vois concrètement sur les espèces ici, parce que... En Guadeloupe, enfin dans les îles tropicales, pas encore trop.
La question se pose beaucoup plus dans l'Hexagone. Mais par contre, ici, on a quelque chose qu'on a remarqué partout, c'est que quand une forêt commence à être altérée, parce qu'on a prélevé des gaulettes, ou on a coupé un arbre, soit parce qu'il était gênant, ou pour faire du bois d'œuvre, après perturbation, la forêt devient plus sèche. Parce que le sol se dessèche, et donc il y a un phénomène qu'on appelle d'hystérésis, un peu comme une éponge. Hein. Quand on a desséché une éponge, quand on remouille l'éponge, il y a une grosse partie de l'eau qui ne rentre pas dans l'éponge. Et donc c'est pareil avec les sols. Donc on a un enjeu énorme, non seulement à replanter des arbres partout où ils ont disparu, donc, notamment dans les grandes monocultures, hashtag canne, banane, etc. Il faut refaire venir de l'agroforesterie, donc des haies, des bosquets, du jardin créole, d'une façon générale. Et même dans les forêts restantes, il faut vraiment les accompagner, les aider à devenir plus résilientes, en favorisant par exemple les espèces qui vont être des espèces sempervirantes, qui ne vont pas perdre leurs feuilles en saison sèche. D'accord. Et il y en a encore, hein. Mais globalement, par exemple, un arbre qui a plutôt bonne réputation, le poirier pays, qui a un bon bois d'œuvre, mais lui, il perd quand même un petit peu ses feuilles. Alors, ça ne dure pas longtemps, mais globalement, c'est comment dire, il faudrait adjoindre à cet arbre qui est très plastique et qui permet vraiment de couvrir les sols et de retrouver un couvert forestier assez rapidement. Il faut lui adjoindre assez rapidement d'autres espèces comme par exemple les sapotillés, les caïmites, qui eux sont vraiment sempervirents et qui vont modifier le microclimat sous les arbres en favorisant la rétention de l'eau pour qu'elle soit plus disponible par exemple en période de sécheresse et qu'on soit capable d'adapter des cultures et en même temps elles sont de sous-bois en même temps et qui peuvent être vivrières. Ça peut être de l'ananas, de l'igname, du manioc, etc. Et pour finir, on doit aussi, ça ne peut pas se faire si on ne travaille pas sur nos propres goûts en tant que consommateurs. Et les goûts, alors c'est à la fois sur le fond et sur la forme. On prend un exemple tout simple. Les chips, ça se vend très bien, mais c'est des chips de pommes de terre, donc un index glycémique assez catastrophique, c'est souvent trop gras, trop salé. Des chips de fruits à pain, ou des chips de manioc, ou des chips de banane, non seulement un meilleur index glycémique, c'est de la ressource locale, elles sont moins salées et moins grasses pour ce que j'ai déjà testé. Donc on est gagnant sur tous les plans, sauf peut-être sur le plan économique, parce que c'est plus cher, parce que c'est des petites quantités pour lesquelles on n'a pas encore les économies d'échelle. Mais même si ça coûte plus cher, et ça c'est ce que j'essaie de vivre vraiment au quotidien, si on fait suffisamment d'économies sur l'électricité, sur l'eau, sur le carburant, sur plein d'autres sujets, on a finalement des marges de manœuvre pour payer notre nourriture un tout petit peu plus cher. Il ne faut jamais oublier que nos parents, nos grands-parents, c'est entre le tiers et la moitié de leur revenu qui allait sur la nourriture, consacré à la nourriture. Maintenant, c'est 10-15%. Oui, parce qu'en fait, maintenant, ça nous paraît normal d'avoir des tomates à 2,50 €. Maintenant, elles sont plus à 3,50 €, 4 €, bon bref. Mais, ou des bananes à 2 € le kilo, 1 € le kilo. Finalement, c'est vraiment pas cher quand tu regardes le temps, l'énergie que ça prend pour faire pousser ça. Tout à fait. C'est parce qu'il y a des subventions en arrière, il y a tout un système économique qui est là derrière dans beaucoup de cas. Sauf quand justement on va recevoir Steve Salim où il y a l'agriculture directe. Alors peut-être qu'ils sont subventionnés aussi, je ne sais pas, je ne connais pas les arrière-plans. Mais il y a un facteur aussi qu'il faut prendre en compte quand on décide de se nourrir bien, c'est que si tu manges un sachet de chips à 3 € par exemple, de pommes de terre, à la fin, au niveau nutritif, tu n'auras pas grand-chose. Mais si tu manges un sachet de chips qui sera peut-être 2 fois plus petit pour le même prix de bananes, a priori, c'est ça. Voilà. Et c'est la même question quand on décide de prendre des aliments qui sont bio ou naturels versus des produits industriels.
à la fin, ça a été Ah oui, mesuré, hein, les quantités de nutriments dans les disponible dans les productions dites, les très beaux fruits avec c'est de ça. gros calibres, Il y en a. c'est 10 fois moins, C'est 20 ça. fois moins, 30 fois moins. Donc, des si fois. tu devais faire en termes de quantité de nutriments, tu fais une règle de 3 là, ça serait peut-être beaucoup plus cher finalement de se nourrir en, on va dire, ce qui semble pas être Exactement. cher, quoi. Ouais. Ça, c'est... Et donc, c'est pour ça, on en revient toujours au même point. On a une capacité, en tant qu'espèce humaine, on a une capacité d'adaptation qui est assez monstrueuse quand on regarde l'histoire sur le long terme. Mais l'adaptation, elle se fait rarement de manière volontaire et de manière très proactive. C'est souvent en réaction face à des problèmes divers, disponibilité de tel ou tel produit ou le prix de telle chose qui devient absolument inabordable. C'est souvent ça qui nous fait bouger. Ouais. Et je prends souvent l'exemple si on est en train de marcher dans un couloir, on ne peut pas aller à droite, à gauche, et le plafond, s'abaisse progressivement. On le voit s'abaisser. On n'a que 2 options pour continuer d'avancer. Soit on choisit de se cogner, d'avoir une grosse bosse, et après on se baisse. Ou alors on se baisse avant de se cogner. Alors ça fait un peu mal aux genoux, aux cuisses, mais au moins on ne s'est pas fait une bosse. Et au fond, c'est exactement cette sagesse-là, hein, qui est tout à fait, qui est vraiment du bon sens, qu'avaient et qu'ont toujours les peuples premiers, les Kogi en Colombie, les Kalina, à la Dominique par exemple, les habitants de Tikopia dans le Pacifique. C'est cet arbitrage entre court et long terme. Il faut qu'on réapprenne finalement à sacrifier notre court terme au profit d'un plus long terme. Comment y arriver et avec la publicité par exemple, c'est sans doute pas simple, ou alors il faut modifier les règles qui s'appliquent à la publicité par exemple. Mais ça commence probablement dès le berceau, hein, dès la crèche, dès la maternelle. Et sans doute qu'effectivement tout le monde ne pourra pas monter dans ce train-là. Bon. Mais de toute façon, on est tous mortels, et donc au final, les générations, elles se modifient quand même, elles se renouvellent plus ou moins rapidement. Et donc, c'est l'espoir que je place finalement, c'est dans le fait que même au sein des plus jeunes, certes, on n'a pas que des Greta Thunberg, c'est dommage, mais on a vraiment un éventail de positionnement par rapport à la nourriture ou par rapport au fait de passer le permis de conduire ou pas. Un éventail qui est beaucoup plus riche, qui est beaucoup plus complexe que quelque chose qui serait très très binaire entre les anciennes générations très très vertueuses parce qu'elles ont grandi dans des conditions souvent difficiles, et puis des jeunes générations qui seraient très dispendieuses, très futiles, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Non, bien sûr. Et tu as aussi l'interaction de la technologie là-dedans qui peut être utilisée de manière positive, non pas qu'elle soit forcément la clé absolue. C'est un outil, c'est pas une fin. Outil, voilà. C'est ça, et comme un outil, il peut être bien ou mal utilisé. Exactement. Ça, c'est vrai. Ouais. Et c'est comme vrai les vidéos, la vidéo qu'on est en train de faire, je n'ai aucun graphique, il n'y a rien à lire, donc vous pouvez la regarder en basse définition. Et ça coûtera beaucoup moins cher en termes d'électricité, en termes de données, en termes de carbone, par exemple. Ouais. C'est vrai qu'on fait toujours des choix et on y a pensé aussi. Et c'est vrai que quand tu fais ce genre de choix, il y a toujours à peser entre la portée que tu veux avoir versus l'impact que tu veux avoir. Et donc, faut mettre des curseurs, se poser les questions. Ce qui est important, c'est de se poser les questions. Exactement. Même si on n'a pas toutes les réponses, il faut au moins se poser des questions qu'on ne se posait pas auparavant et ne pas, comme je dis souvent, ne pas se tromper de combat. Parce qu'il n'y a rien de pire. C'est très facile de se tromper de combat. On voit, par exemple, 2 crabes qui se battent pour un terrier. Et pendant qu'ils se battent, ils ne voient pas le crabioleur qui va les manger. Et puis voilà, ça sera bientôt la Pentecôte. Et on peut. Si on ne se trompe pas de combat, on arrive justement à prendre les bonnes décisions, à hiérarchiser nos priorités, à hiérarchiser aussi nos renoncements. Parce que la transition, c'est aussi une question de renoncement à un certain nombre de choses qui finalement sont pas si indispensables que ça une fois qu'on les a laissées de côté.
Alors, si on veut, si les gens qui écoutent veulent bénéficier ou réfléchir sur ces questions-là, toi, tu animes des fresques du climat. Par exemple, voilà, on peut... C'est une des parties des choses que tu fais. Donc, je suis également souvent en intervention dans des écoles, y compris à l'université, Ouais. où je suis vacataire dans un certain nombre de diplômes. Ouais. Pas que en écologie, hein, mais aussi en physique, chimie, sur la promotion, par exemple, du bilan carbone ou de l'analyse de cycle de vie, mais aussi en sciences politiques, parce que la gestion de la cité, elle fait de plus en plus appel à la dynamique des systèmes complexes. Et l'écologie, c'est justement la dynamique des systèmes complexes. Donc, de plus en plus de personnes sont intéressées sur ça. Et puis, bon, j'ai aussi des réseaux sociaux, quelques-uns. Je suis sur LinkedIn, sur Facebook. Ouais. Et donc, ça permet d'échanger. J'essaie de publier régulièrement toutes les informations, alors, que ce soit à l'écrit, des podcasts, audio ou vidéo, qui, sans forcément être trop longues, mais qui sont suffisamment incisives. Ouais. Encore une fois, pour secouer le cocotier ou l'abricotier, peu importe, et donc faire se poser les bonnes questions. Et ensuite, c'est à nous d'inventer les réponses à ces questions, quel que soit ce qui peut se faire de bien ailleurs, Costa Rica ou autre. C'est notre contexte, notre histoire, notre culture, ce sont les nôtres. Et c'est contingent, c'est à partir de ça qu'on va pouvoir inventer d'autres manières de s'organiser, de vivre. Et ça ne pourrait se faire qu'ensemble. Donc merci encore de m'avoir permis de faire partager ça à un maximum de personnes. Eh ben, c'était un vrai plaisir. Du coup, vous aurez l'occasion de pouvoir suivre Jean-Marie sur ses différents réseaux. Je recommande... À la télé ou à la radio aussi. Ouais, ça on le peut voit arriver. souvent. Et je vous recommande de faire les fresques du climat, parce que c'est un vrai bel exercice. Et il y a bien d'autres fresques que celles du climat. Il y a celle des sols, il y a celle de l'agriculture, celle de l'eau, celle de l'océan. Je ne connais même pas toutes les fresques. Biodiversité. Biodiversité aussi. Ouais. Et ce sont vraiment des outils collaboratifs donc, pour vraiment permettre d'apprendre, et quel que soit notre niveau de connaissance. C'est-à-dire, même si on est spécialiste, on va quand même apprendre des choses avec ces outils-là. Et c'est vraiment la première marche qui donne envie de commencer à continuer à monter l'escalier. Super. Merci Jean-Marie. Donc, merci Bertrand. C'était Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. On se retrouve pour un prochain épisode. Merci. Régénération Caraïbes, le podcast.